D'ici à décembre prochain, des infrastructures devront être prêtes sur le site de l'université Ouaga 2. Les travaux de construction pour l'achèvement de cette université ont été lancés ce 19 janvier par le chef de l'État. Le coût de l'investissement s'élève à 17 milliards de francs CFA et le financement est assuré par l'État burkinabé et ses partenaires. Le calme est revenu à Koudougou après 3 jours de manifestation des élèves pour exiger une reprise normale des cours et des évaluations. En marge de ces manifestations, les élèves ont mis le drapeau en berne, un geste perçu comme une atteinte au symbole de l'État. Mais quelle est la portée de ce genre d'action? Nous en parlerons avec M. Kalifara Seré du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Dans ce journal, nous irons à Oursi pour faire un constat des plus désolants au musée de cette localité. C'est un site archéologique qui est actuellement dans l'impasse à cause du contexte sécuritaire difficile dans la zone. Et pourtant, le musée de Oursi regorge d'énormes potentialités culturelles que le Burkina Faso gagnerait à sauver. À l'international, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète du réchauffement de la planète. Les 3 dernières années ont été plus chaudes jamais enregistrées sur la planète Terre. Ce constat est fait au moment où les ambitions pour contenir le réchauffement climatique sont fragilisées par le retrait des Nations Unies de l'accord de Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, ce matin, le président du FASO a lancé les travaux de construction d'une unité de formation et de recherche et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2. C'est un projet financé par l'État burkinabé et ses partenaires, dont la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Le monde académique espère commencer les cours sur le site de l'université Ouaga 2 en décembre 2018. Paul David Bambara et Maïmouna Traouri. C'est un acte fort dans le processus d'occupation du site de l'université Ouaga 2 à Gonsin, créé en 2007 avec pour objectif de désengorger l'université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo et de contribuer à la résolution des problèmes de formation et de recherche. L'université Ouaga 2 n'a jusqu'à présent pas réussi à déménager sur son site. Le lancement des travaux de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et des structures d'accompagnement social des étudiants suscite des espoirs au regard de la consistance des travaux. Les ouvrages à réaliser se composent d'une part d'une unité de formation en sciences et techniques comprenant un bloc pédagogique constitué de salles de cours, de laboratoires, d'une salle de conférence d'environ 300 places, d'une salle informatique et des bureaux, mais aussi d'un bloc administratif. D'autre part, une cité de 1500 lits, d'un restaurant de 800 places, d'un foyer, d'un centre multimédia. Un grand jour pour le monde académique, de grands espoirs, mais aussi des difficultés. Des difficultés liées notamment à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique du site. Les vrais problèmes commencent maintenant parce que les discussions vont véritablement commencer sur les indemnités d'expropriation, sur les sites à aménager pour recaser les populations, sur leurs besoins réels, ça va commencer. Mais comme on s'est entendu sur la possibilité qu'on puisse continuer de dérouler les activités de construction sur le site. La reprise des activités pédagogiques éventuelles sur le site. Donc ça nous permet de travailler sereinement pour pouvoir à la fin nous entendre véritablement avec les populations. Nous avons pris bonne note également de leurs préoccupations qui consiste à dire qu'il est important que le gouvernement également fasse quelque chose aussi bien pour la commune de Samba que pour celle de Lumbila. Nous verrons avec eux de façon pratique de quoi cela retourne et nous ferons en sorte de pouvoir apporter des solutions également aux préoccupations qu'ils auront à poser. Le projet est financé à plus de 17 milliards de francs CFA par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et l'État burkinabé, tous engagés dans une dynamique de développement des capacités humaines afin de contribuer à la réalisation du développement économique durable. Plusieurs personnalités ont été reçues ce matin en audience par le Premier ministre. Paul Kabatseba s'est entretenu avec des représentants des Lions Club International. Il a aussi échangé avec des hommes d'affaires désireux d'investir au Burkina Faso. Des précisions sur toutes ces audiences avec Pawan Drogo, Jean Zongo et Vincent Tchendrebego. Le président de Initiative for International Development est allé parler de projets d'investissement
avec le Premier ministre. On a parlé d'un forum des investisseurs qu'on va établir ici vers la fin de l'année, novembre 5 et 6, pour amener les différents investisseurs des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, partout ailleurs, pour voir quelles sont les opportunités ici au Burkina, surtout dans le domaine agro-industriel, agro-transformation, énergie. Le Premier ministre a également reçu le patron de la société Avadi qui ambitionne réaliser des projets au Burkina Faso. Nous sommes venus au Burkina Faso pour offrir au pays la possibilité d'obtenir de notre part une centrale solaire que nous financerons et que nous réaliserons avec nos fonds propres pour fournir au pays de l'énergie au moindre coût. Les responsables de Lions Club International est allé échanger avec le Premier ministre sur la vie et les actions de leur organisation. Deux informations très importantes. La première, qui consiste à l'érection du Burkina Faso en un district. Pour compter du 1er juillet 2018, le Burkina sera un district à part entière dans le district multiple 431. Deuxième information, c'est l'arrivée prochaine du président international qui nous fait honneur de bien soutenir cette érection du Burkina Faso en district pour compter du 6 février 2018. La délégation dit avoir assuré au Premier ministre de la disponibilité de Lions Club International à accompagner le gouvernement dans les initiatives à caractère social au profit de la population. Le médiateur du Faso, dans sa dynamique de résolution des crises sociales au Burkina Faso, a échangé ce vendredi avec les représentants de deux syndicats. Il s'agit du SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, et de l'UNAPOL, l'Union nationale de la police. Dans la même lancée, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale affiche sa volonté de travailler en synergie avec les médiateurs du Faso en vue de promouvoir davantage la paix au Burkina Faso. Le point des échanges avec Mathias Drabo, Eleonore Yerbanga et Yarkiteda. Le médiateur du Faso, Sarah Sérémé, rencontre le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA. Elle veut connaître le motif de leur préavis de grève de 24 heures prévu pour ce 31 janvier dans la perspective de trouver une solution. Bien, alors pour vous rappeler, il s'agit d'une situation qui a eu lieu en 2012, notamment en décembre 2012, alors que notre syndicat avait lancé un mot d'ordre de grève, de garde et permanence. Notre camarade était à l'époque au centre médical avec antenne chirurgicale de Sénégal. Et son poste est au bloc opératoire, il était le surveillant d'unité de soins, mais il est infirmier anesthésiste, réanimateur de profession. Pendant qu'il était en grève et que d'autres agents étaient au service, on l'a appelé de venir travailler alors qu'il n'était pas de jour. Donc il a simplement dit d'appeler celui qui était de jour. Celui-là a été rappelé et devant le cas, il a indiqué que en réalité, ce genre de cas d'ailleurs, et il les évacuait à Waïguia. C'est le conseil que bien que nos camarades étaient en grève, ils ont donné à ceux qui travaillaient. Bon, en tout cas, le récit des événements montre qu'ils ont gardé la patiente. Et sur les documents, on lit qu'elle est décédée le matin à 6h35, alors qu'elle est venue à 1h du matin. Alors donc, et c'est notre camarade qui est en grève à la maison. C'est lui qu'on poursuit pour, disons, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Donc c'est pourquoi nous on proteste, parce qu'on estime qu'il ne s'agit pas d'un procès contre lui, mais c'est contre le droit de grève et c'est contre notre syndicat. Après le SYNCHA, c'est au tour de l'Union nationale de la police, UNAPOL, d'être reçu par le médiateur du Faso. Le secrétaire général adjoint et son staff sont venus s'enquérir de l'état d'avancement de leur plateforme déposée depuis le 27 novembre 2016. Ce qui sidère peut-être les policiers, quand nous regardons notre plateforme, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans la plateforme. Et il y a des questions pour lesquelles ce n'est même pas à nous de les évoquer. Comme par exemple le fait que nous réclamons à ce que la ville de Ouaga qui a grandi et qui est passée de 5 arrondissements
à 12 arrondissements, que l'État construit des commissariats dans chaque arrondissement, c'est devait être à nous de le faire. Ça devait être à l'État d'aller dans ce sens. Le point de vue de l'UNAPOL concernant les policiers radiés, on l'a donné depuis plus d'une année. On a eu même à demander la clémence du chef de l'État les concernant. Même si c'était une infraction pénale, après 6 ans, je pense qu'ils se sont repentis. Un peu plus tôt, dans la matinée, le médiateur du Faso a reçu le président du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Une visite de courtoisie qui a été mise à profit pour trouver comment les deux institutions peuvent travailler ensemble pour la paix au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, la crise qui secoue le système éducatif burkinabé rime souvent avec des actes de civisme et même d'atteinte aux symboles de l'État. Le mardi dernier, à Koudougou, les élèves qui protestaient contre une éventuelle année blanche sont allés jusqu'à mettre le drapeau en berne. Les manifestations se sont poursuivies mercredi et jeudi. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais les élèves réclament toujours la reprise normale des cours et pas seulement. Des précisions avec Salifou Belem et Ismaël Dilouma Sirima. Le calme est revenu à Koudougou aujourd'hui. Pourtant, ce mardi, le gouvernorat a été pris d'assaut par près d'1 millier d'élèves. Ils ont mis en berne ce drapeau pour marquer leur refus d'une quelconque année blanche. Voilà. Et quand on est parti, on a demandé à ce que Madame le gouverneur puisse sortir. Voilà. Mais Madame le gouverneur n'est pas sortie et je pense que les élèves ont décidé en tout cas de rentrer. Mais après notre rentrée, on est ressorti encore. Et lorsqu'on est ressorti maintenant, bon, je pense que les forces de l'ordre maintenant sont venues à leur tour maintenant. Ils ont commencé à lancer des gaz. Donc je pense que c'est après ça qu'il y a eu débordement. Ces débordements ont créé des échauffourées avec les forces de l'ordre. Jusqu'à hier, ces rues étaient le théâtre de courses-poursuites entre la CRS et les élèves. Et aujourd'hui, l'association des scolaires de Koudougou dit avoir fait une pause pour observer l'évolution de la situation. Mais maintenant, c'est la situation de Tita et les blessés les gens qu'on a eu, les élèves qui ont été blessés ici lors de la manifestation là, et les engins qui ont été détruits, les salles qui ont été perdus et confisqués par les forces de l'ordre, nous pensons que non, ils doivent en tout cas travailler à nous remettre ça et à rétablir en tout cas les blessés. D'autres personnes ont été victimes de ces échauffourées. Ce sont les gérants des commerces aux abords de la rue de la mairie. Ils ont dû fermer leurs boutiques par peur de pillage. Malgré cette mesure, le gérant de cet établissement de vente de pneus a failli voir sa marchandise partir en fumée. On a vu la fumée s'échapper du toit et on a été obligé de sortir tous les pneus car ce sont des produits facilement embrasables. Le gouverneur qualifie ces événements de déplorables et lance un appel à la tempérance. Je voudrais inviter les responsables de l'association des scolaires de Koudougou au calme et à la retenue. Parce qu'il me semble que pour ce qui concerne la plateforme revendicative du personnel enseignant, des solutions sont en train d'être trouvées au niveau du gouvernement. Mis au courant de l'appel au calme du gouverneur, les commerçants exhortent aussi les élèves au calme afin qu'ils puissent mener leurs activités dans la quiétude. Voilà, et pour analyser ce genre de situation, ou en tout cas le fait que le drapeau soit mis en berne, nous recevons M. Kalifara Séré. Il est conseiller technique du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Bonsoir, M. Séré. Bonsoir, madame. Alors, un drapeau donc mis en berne à Koudougou, est-ce que les élèves mesurent-ils la portée de leur action? Certainement pas, parce que en fait, mettre un drapeau en berne, ça ne correspond pas du tout d'ailleurs à leur propre revendication, puisqu'il s'agit de protester contre la mise en péril de l'année académique, la détresse du système scolaire en général. C'était ça un peu la portée de leur manifestation. On ne met pas en berne le drapeau national. Quand vous êtes par exemple en état de guerre ou en état de siège, vous êtes en péril national, on ne met pas le drapeau en berne, on le hisse encore plus haut.
Et il faut tout faire pour que le drapeau ne touche jamais le sol. C'est ça. Le drapeau, c'est vraiment le symbole qui est lui-même rempli d'un certain nombre de sous-symbolismes extrêmement importants. Voilà, c'est une occasion donc pour rappeler à ces élèves-là à quel moment le drapeau doit être mis en berne et qui en prend la décision. Le drapeau n'est mis en berne qu'en cas d'affliction nationale, c'est-à-dire un grand chagrin national qui est constaté par le chef de l'État et qui donc va publier par voie expresse un décret dans ce sens. Donc ça peut, vous savez, en 1970, au cours d'un accident de la circulation, dans le cadre du projet UNESCO, la Haute-Volta à l'époque a perdu une quarantaine de femmes dans un cas de transport. Mais on a décrété un deuil national parce qu'effectivement, ce sont des mères de famille qui s'en étaient allées comme ça. C'est un péril. Donc ça peut être une personne, le chef de l'État, en exercice, quand il meurt, il y a un deuil national d'office. Mais toute autre catégorie de personnes ou de groupe de personnes, toute autre situation de catastrophe naturelle ou anthropique, quoique il y a des situations qui doivent simplement refléter ce qu'on appelle l'affliction nationale. D'accord, et c'est encore une preuve de cette défiance donc vis-à-vis de l'État. Jusqu'à quel niveau faut-il s'en inquiéter vraiment? Bon, oui, c'est vrai qu'à ce stade, on peut penser qu'on est pratiquement à un stade même plus de pandémie, de cancer à métastase. Parce que, évidemment, nous sommes au confluent de l'incivisme généralisé, mais une forme d'incivisme qui relève de ce qu'on appelle les graves incivismes. Parce qu'il y a plusieurs types d'incivisme. Vous savez que l'incivisme même a évolué en tant que concept de valeurs, d'anti-valeurs ou de violation de valeurs, de codes, etc. Ça a évolué depuis le temps. Dans la Grèce antique, le fait de ne pas se comporter de façon suffisamment patriotique pouvait vous faire rouer de coups officiellement par prescription de l'Assemblée populaire pour manque d'affection pour la nation. Et pour le cas du Burkina, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour ce genre de situation? Des sanctions. Oui. C'est aussi peut-être certainement l'un des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays de tradition francophone ont cette question d'armement juridique ou voire pénal pour lutter contre les profanations aux couleurs et par exemple au grand symbole de l'État comme l'hymne national. Même la France, dont nous sommes les héritiers d'un point de vue tradition juridique, etc. C'est seulement en 2010 que la France s'est armée d'un décret pour combattre l'incivisme et notamment la profanation du drapeau. Et c'est le décret 2010-835 de mars 2010. Vous imaginez. Il nous faut incorporer, nous aussi, dans notre corpus, quelque chose de ce genre. Les Français, par exemple, nous ne devons pas les copier de façon aveugle. Les Français ont fait en sorte que la profanation du drapeau est devenue un délit de 5e catégorie, passible d'une peine d'amende de 1 200 € et avec le double en cas de récidive. Il nous faut faire quelque chose de ce genre. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que les mesures coercitives à caractère financiers suffisent pour combattre l'incivisme qui est dont le socle est fondé sur il faut le savoir, deux pôles essentiels. Le système sociétal, c'est-à-dire la société qui sécrète un système d'éducation et une chaîne de valeurs. Puis, avec deux pôles d'acteurs aussi, l'école et la famille. Et justement, en attendant peut-être une décision comme celle de la France, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir ou remettre même la formation civique, insister là-dessus au niveau des programmes scolaires? On a l'impression que tout à fait d'accord. Oui, il faut absolument, mais il faut une sorte de réarmement même par rapport à l'instruction civique telle que conventionnellement connue. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le système éducatif incorpore dans les valeurs qui vont permettre donc de rehausser la question de l'état civil en termes dans les curricula. Il faut que déjà ces valeurs-là soient rendues pérennes et soient garanties et protégées. Parce qu'on a dit, c'est les valeurs de la société qui se délitent. Quand par exemple un artiste en vogue
se promène, célèbre, mais tout en fumant la drogue, et circule n'importe comment avec un véhicule décapotable, ne s'arrête pas au feu. Il est un contre-modèle, mais qui se transforme en modèle social, un modèle idéal pour les jeunes. Quand vous avez, nous avons des anti-modèles politico-idéologiques. Ça, c'est des modèles qui viennent de ce qu'on appelle l'incivisme de haut niveau, ou tétra-incivisme. Ce sont des gens, des personnalités, c'est l'État lui-même qui révèle des incivismes. Par la tricherie, la ruse, le défaitisme, l'inculture, une série de choses qui, quand un chef d'État fait 2 mandats, il a juré sur la Constitution, qui est la Bible nationale, je vais faire 2 mandats, après il contourne, il va soudoyer une institution suprême pour se faire élire, c'est de l'incivisme de haut niveau. Tout ça, c'est des choses à faire proscrire. D'accord, un travail de longue haleine donc. Voilà, merci beaucoup Monsieur Kalifara Séré pour tout cet éclairage. Je rappelle donc que vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Et justement, les réseaux d'associations et de mouvements de jeunes pour un développement durable invitent le monde éducatif burkinabé à un sursaut patriotique pour sauver l'école burkinabé. Cette invite a été faite au cours d'une conférence de presse que les responsables de ce réseau ont animée hier. Ils se sont aussi prononcés sur l'affaire Auguste Denis Barry et bien d'autres sujets d'actualité. Des précisions avec Daouda Ouattara et Yarkiteda. Face à la presse, le réseau d'associations et mouvements de jeunes pour un développement durable décrypte la situation nationale. L'association dénonce avec la dernière énergie la tentative de déstabilisation et salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et la justice dans cette affaire. Nous avons convié la presse pour donner notre point de vue sur l'arrestation du colonel Barry qui a eu lieu ce mois dernier. Alors, sur ce fait, nous félicitons vraiment les autorités, nous félicitons évidemment les forces de défense et de sécurité qui ont su déjouer évidemment ce plan Machiavélique qui allait assombrir le pays. Les multiples grèves à répétition n'ont pas été occultées. Le réseau invite les coordinations syndicales à plus de magnanimité afin de permettre au président du FASO de dérouler son programme. Je parle des syndicats d'élèves, des élèves qui luttent à longueur de journée. Il y a eu effectivement un élève qui a été blessé. C'est une chose que nous déplorons amèrement et nous condamnons cette manière de lutter. Pour le président du réseau d'associations et mouvements des jeunes pour un développement durable, le Burkina Faso vient de sortir d'une crise et ne peut satisfaire toutes les revendications. Il est préférable pour nous-mêmes de lutter pour qu'on puisse diminuer le prix des sacs de riz, de l'huile, des médicaments, pour que tout le monde puisse en bénéficier, que de lutter pour l'augmentation des salaires. Parce que lorsque les salaires vont augmenter, les commerçants vont augmenter les marchandises. C'est pourquoi il invite d'ailleurs les populations à la retenue, car de son avis, chaque Burkinabé, là où il se trouve, doit apporter sa pierre à l'édification de la nation. La situation semble avoir évolué positivement à la mairie centrale de Ouagadougou. Les conseillers de l'opposition et ceux de la majorité sont parvenus à un accord, celui de reporter les points litigieux à une autre session. Mais c'est un report dont les motifs semblent ne pas être compris de tous. Moussa Ouedraogo, Zubadier David Dabiri. Ambiance de travail sereine ce matin au conseil municipal de la commune de Ouagadougou. Après la chaude journée hier, les esprits se sont visiblement apaisés. Et pour cause, les points de discorde entre opposition et majorité portant sur l'extension des pouvoirs du maire dans les passations des marchés ne sont plus à l'ordre du jour de cette session. Une disposition saluée à sa juste valeur par les conseillers de l'opposition politique. Aujourd'hui, accepter de retirer ce point, c'est accepter aussi faire un pas vers l'élaboration d'un climat de travail apaisé, d'un climat de convivialité, de franche camaraderie dans le conseil municipal. Si les négociations vont nous permettre à ce que le maire respecte la réglementation en vigueur, l'opposition va approuver, accompagner et même applaudir à tout rompre. Mais cependant, si nous nous retrouvons dans une position où on veut faire passer des délibérations qui ne respectent pas les règlements en vigueur, je pense que nous allons nous opposer et de la manière la plus énergique et la plus ferme. Mais pour les conseillers de la majorité politique, le report des points contestés à une session ultérieure ne vise qu'un objectif: permettre à toutes les parties prenantes de cerner les tenants et les aboutissants des textes avant de revenir à la charge. Ce matin, quand nous sommes arrivés, monsieur le maire et moi, nous avons rencontré le président du groupe municipal UPC et celui du CDP. Donc nous, on a préféré
remettre à plus tard ces 3 points pour que ces conseillers qui n'ont pas eu une bonne compréhension de ces textes-là puissent être sensibilisés par les techniciens qui ont mis ces choses en place afin que la prochaine fois là, qu'on puisse vraiment tenir notre session. Mais en attendant, cette session suit son cours avec l'examen des autres points. Dans l'actualité également, des femmes burkinabées engagées dans la lutte contre le mariage des enfants se sont réunies ce vendredi à Ouagadougou pour un panel. Et pour les panélistes, la lutte contre ce phénomène est un défi commun à relever pour la protection des droits de la jeune fille. Le panel de ce matin avait aussi pour objectif de sensibiliser les femmes à tous les niveaux et les amener à s'approprier la lutte contre le mariage des enfants au Burkina Faso. Plus de précisions avec Salifou Belem et Mounira Akeri. Venues des 45 provinces du Burkina, ces femmes réaffirment leur engagement à lutter contre le mariage précoce. Plus de 44% des femmes mariées au Burkina l'ont été avant d'avoir 18 ans, selon un rapport récent de l'étude Pays Sigui. Une situation qui constitue une grave violation des droits des filles et entrave leur développement socio-économique. Nous voulons vraiment mettre l'accent sur la promotion de l'élimination du mariage d'enfants parce que cela n'est pas sans conséquence sur les enfants. Il y a le fait qu'elles sont privées de les filles sont privées de leur enfance. Il y a également que cela amène la déscolarisation de bon nombre d'entre elles. Il y a aussi que sur le plan sanitaire, elles sont exposées à beaucoup de risques. Les conséquences liées au mariage précoce sont énormes et parmi les raisons indexées figurent en bonne place la pauvreté, l'ignorance et la persistance des normes et valeurs sociales. Et ce panel vise à sensibiliser les participantes sur les enjeux du mariage d'enfants, mais surtout les amener à promouvoir l'abandon de cette pratique dans leurs localités respectives. Que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, échanger et partager avec elles pour que non seulement elles puissent également à leur tour relayer l'information, être des championnes locales de la lutte contre les mariages d'enfants, mais également veiller à donner toutes leurs chances à toutes les jeunes filles du Burkina Faso. Lutte contre le mariage d'enfants au Burkina, un défi commun pour la protection des droits de la fille et la promotion socio-économique des femmes, c'est le thème principal qui retient ici les attentions. En plus de la sensibilisation, les participantes sont outillées sur les actions à mener afin que d'ici à 2025, on ne parle plus jamais de mariage d'enfants au Burkina. En attendant, les filles burkinabées qui estiment remplir les critères sont invitées à prendre part au concours de beauté Miss Burkina 2018. La phase de présélection est officiellement lancée à partir de ce 19 janvier. Le nouveau comité Miss Burkina a donné la nouvelle lors d'un point de presse ce matin. Et cette phase de présélection concerne toutes les régions du Burkina Faso et c'est Dédougou qui va accueillir la première cérémonie. Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. C'est parti pour la deuxième édition du concours Miss Burkina 2018. Les présélections se feront dans toutes les régions du Burkina et c'est Dédougou, la capitale de la Boko du Mouhoun, qui accueille la première cérémonie de présélection de ces Miss. À ce concours de beauté physique et intellectuelle, les candidates peuvent s'inscrire en ligne ou en remplissant tout simplement un formulaire dans les différentes directions. Dans le cadre de la célébration de la deuxième édition de Miss Burkina, dont le thème est scolarisation de la jeune fille au Burkina Faso, que le comité voudrait donc apporter sa contribution à l'éducation des filles au Burkina Faso. Au Burkina Faso, à l'instar des pays donc en voie de développement, les données indiquent que moins de la moitié de la population des filles est scolarisée. Pour prendre part à cette compétition, les candidates devraient remplir un certain nombre de critères. Il faut impérativement être de nationalité burkinabé, avoir un âge compris entre 18 et 25 ans, être célibataire, sans enfant, c'est important, avoir un niveau d'études minimum équivalent à la classe de première de lycée, avoir une taille minimum aussi de 1,68 m, être de teint naturel, être en possession de toutes ses facultés mentales,
répondent aux critères de bonne moralité. Les 3 meilleurs de chaque région seront couronnés par des sommes d'argent allant de 100 000 à 250 000 francs CFA. C'est seulement la Miss et sa première dauphine qui participeront à la grande finale de Ouagadougou. Des moments de convivialité entre l'ambassadeur de France et les anciens étudiants burkinabés bénéficiaient d'une bourse du gouvernement français. C'était hier soir à la résidence de l'ambassadeur, une occasion d'échange entre les responsables des bourses françaises et les bénéficiaires sur les mesures prises pour faciliter le séjour des étudiants burkinabés en France. Des détails avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo Nabaloum. L'ambassadeur de France au Burkina Faso crée un cadre pour se familiariser avec les anciens boursiers burkinabés qui ont étudié en France. Réunis ici autour d'un cocktail, l'ambassadeur échange avec ces hommes et femmes pour s'informer de leur devenir après ces années d'études dans son pays. C'est le lieu de les renseigner également sur les nouvelles dispositions qui ont été mises en place pour faciliter et améliorer les conditions d'études de l'étudiant burkinabé en France. Lors de son discours à Ouagadougou, le président de la République a annoncé un certain nombre de choses s'agissant des coopérations universitaires, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants burkinabés qui viennent en France et de faire en sorte que les étudiants burkinabés qui sont diplômés de l'enseignement français puissent plus facilement venir faire des allers-retours entre la France et le Burkina Faso. Une initiative que les anciens boursiers apprécient positivement. Pour eux, non seulement c'est une occasion de retrouvailles, mais aussi de partage d'expériences. La bourse que j'ai obtenue m'a facilité beaucoup et les conditions même de vie, d'études sur place. Et quand je suis venue, je suis restée en contact également avec certains qui travaillaient au niveau de l'ambassade. Ils m'ont donné quelques adresses. La mobilité pour celui qui doit aller étudier en France, c'est clair que la question des papiers, des visas, c'est les vraies contraintes. Ou bien quand vous étudiez, vous devez revenir faire vos vacances avec la famille ou les amis, vous devez repartir. Souvent, la sérénité n'y est pas par rapport à l'acquisition du fameux visa. Ce cocktail est une première selon son initiateur. Et pour l'ambassadeur, plus de 80 bourses françaises sont offertes aux étudiants burkinabés chaque année. La scolarité étant gratuite en France, la bourse est octroyée à l'étudiant pour assurer sa vie quotidienne. Direction à présent le Sahel burkinabé pour un constat au musée de Oursi. C'est un site archéologique qui est actuellement dans l'impasse selon les habitants de la localité. Une situation consécutive au contexte sécuritaire difficile dans la zone. Et pourtant, le musée de Oursi regorge d'énormes potentialités culturelles que le Burkina Faso gagnerait à sauver. On fait le constat avec Yamba Nakoulma, Jérôme Tsendano et Seni Tchemtori. Situé en plein Sahel, sur les dunes de sable de Oursi, le musée Oubébéro et le site archéologique découvert par les archéologues burkinabés et allemands constituent un potentiel culturel. Et lors des fouilles, c'est un complexe en tout cas de 7 chambres. Voilà que des archéologues, après les fouilles, ont pu mettre à jour. Et plusieurs objets furent trouvés lors des fouilles. Voilà, des piliers, des céramiques, des jarres de stockage, des meules dormantes. Voilà, une chaîne d'esclaves, des pierres taillées, des pierres polies, des flèches, des squelettes humains et des ossements d'animaux, des ossements humains également. Voilà, des céréales furent également trouvées dans beaucoup de jarres de stockage. Une attraction culturelle qui jadis drainait du monde, mais de nos jours présente un tout autre visage. C'est pour dire, avant l'insécurité, c'était un site touristique qui marchait très très bien. Et tous les jours, on recevait en tout cas des visiteurs. On pouvait recevoir par jour une centaine de visiteurs. Voilà, mais depuis en tout cas la crise, on reçoit très très peu de visiteurs au niveau de notre site ici. On pouvait recevoir en tout cas de 25 à 50 000 francs par jour autrefois. Maintenant, et en tout cas même en une année, on n'arrive pas à avoir 5 000 francs. Tout en ayant l'espoir que la région du Sahel recouvre sa sécurité d'antan, Mero appelle les Burkinabés à ne pas laisser ces sites dans l'impasse. Ce musée a été mis en valeur dans les années 2000
et a été couronné meilleur musée de la région en 2017 lors des Trésors du Faso. À l'international, les Nations Unies s'inquiètent sur le rythme de réchauffement de la planète. Le phénomène s'est particulièrement accentué ces 3 dernières années. Les ambitions pour sauver le climat sont déjà fragilisées avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Le réchauffement de la planète s'accélère à un rythme exceptionnel, s'inquiète l'ONU. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, a annoncé ce jeudi l'Organisation météorologique mondiale. Des incendies aux inondations, en passant par la sécheresse, la Californie a illustré cette année l'ampleur des phénomènes climatiques extrêmes favorisés par cette nouvelle donne. Et les données collectées confirment cette tendance générale liée aux concentrations de gaz à effet de serre. Le passage d'Irma a lui aussi témoigné de puissants cyclones qui ont tour à tour balayé les îles des Caraïbes, comme ici à Saint-Barthélemy, dévastées par des vents d'une rare violence. 2016 a battu tous les records puisque le thermomètre a affiché 1,2 degré de plus par rapport aux températures observées à la fin du 19e siècle qui servent de valeur de référence. Une hausse inédite sous l'effet du courant équatorial El Niño, mais l'accord de Paris de 2015 qui devait permettre de contenir ce réchauffement est déjà fragilisé par le retrait des États-Unis. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga annonce son investiture pour le 30 janvier prochain. Le sujet est commenté dans la presse écrite burkinabé de ce vendredi. Au plan national, les journaux évoquent ce qui s'est passé hier à la session extraordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. À la une des parutions du jour, la session extraordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. Une session mouvementée à la mairie centrale, titre Sidoya, qui a failli virer au pugilat, précise le pays, avec un petit air d'insurrection, renchérit l'observateur Palga. Tout serait parti de 3 projets de délibération inscrits à l'ordre du jour, explique le pays. Il s'agit du projet qui consacre l'augmentation du seuil des marchés attribué gré à gré, passé de 50 millions à 500 millions de francs CFA, de celui des marchés par consultation d'appel d'offres restreints qui passe de 50 millions à 500 millions de francs CFA et de celui de l'approbation des marchés de la Commission des marchés limité à 100 millions de francs CFA et passé à 1 milliard de francs CFA. Pour les conseillers de l'UPC et du CDP, cela est contraire à la loi 069, d'où les cris en chœur qui s'amènent Katouye, des conseillers en question, indique aujourd'hui au Faso. Selon le maire de la commune de Ouagadougou, l'opposition aurait dû défendre sa position dans le cadre d'un débat, rapporte le quotidien d'État. Hors de chez nous au Kenya, l'opposant Raila Odinga file-t-il du mauvais coton, titre le pays. D'après ce journal, ce dernier menace d'organiser le 30 janvier prochain son investiture au risque d'être arrêté pour trahison par le procureur général. Tout laisse croire en effet que l'investiture annoncée a toutes les chances de mettre à nouveau le feu aux poudres, poursuit ce journal qui entrevoit un éventuel réveil des vieux démons qui pourrait menacer la stabilité sous-régionale. Toutefois, martèle l'observateur Palga, la revendication de la justice électorale ne saurait être un pis-aller pour une campagne électorale permanente avec des coups de canif à répétition à la paix sociale. À bon entendeur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est à 22h30 avec Draman Datia. Merci de votre fidélité à la RTV.